Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Gilles. Bonjour. On va être dans un instant avec... Oh, c'est léger aujourd'hui, ça fait plaisir. On va être avec Jean-Baptiste Guégan qui est avec nous. Bonjour oui. Jean-Baptiste. Bonjour. Bonjour. Oh, on a l'impression d'entendre Johnny. Jean-Baptiste Guégan, évidemment tout le monde vous connaît. On a été parmi les premiers à vous interviewer quand vous faisiez Incroyable Talent. On va vous retrouver samedi soir sur TMC, L'incroyable destin de l'homme à la voix de Johnny, suivi à 23h10 d'un concert inédit, La voix de Johnny. Et puis vous avez également un nouvel album, Toutes les larmes sèchent un jour. C'est l'édition de Noël qui est sortie le 10 novembre. Et puis on va avoir le plaisir une grande tournée, on donnera les dates Absolument. Tout à l'heure, qui s'appelle Johnny, vous et moi. Voilà, vous allez bien Jean-Baptiste ? Ouais, super bien, ouais. Très bien. Vous êtes en tournée pareil pour la tournée. Ouais, la tournée ça se passe bien ? La tournée ça se passe vraiment très très bien, oui. Bon. Et puis pourvu que ça continue. Vous allez nous raconter cette incroyable aventure que vous vivez. Hein. Vous avez du succès, vous allez faire l'Olympia et vous avez aujourd'hui votre public qui vous suit. On va y revenir. On écoutera des extraits. Oui, évidemment. Vous verrez, Jean-Baptiste Guégan nous chante Vive le vent. Oui, j'ai entendu. On va y revenir dans un instant. Tout de suite, c'est le zapping. Sud Radio Média. L'instant zapping. Valérie, j'espère que Emmanuel et Brigitte Macron ont prévu les bottes et les cirés pour aller dans le Pas-de-Calais. Car hier, dans le journal de 20h de France 2, certains habitants n'avaient accès à leur maison qu'à coup de rame. Sur des kilomètres à la ronde, le même décor. Des maisons encerclées par des eaux brunâtres, isolées, coupées du reste du monde. Un village où les rues sont transformées en rivières, où on n'accède désormais qu'à coups de rame. À la maison, il y a de l'eau, c'est tout. Donc on essaie de sauver ce qu'on peut. On commence d'abord par les animaux, puis après on verra pour les meubles. Sauver ce qui peut l'être, le nouveau quotidien des sinistrés. 4 jours déjà que cette maman a quitté la maison avec mari et enfants. Aujourd'hui, elle redécouvre l'ampleur de l'inondation. Donc là, on est dans le séjour. Avant que l'eau ne grimpe trop, on avait essayé de surélever un maximum de choses. Ah là, c'est Venise, ouais. En moins bucolique. C'est pas la même chose, hein. Venise et moins bucolique. Moins bucolique. La marche de dimanche contre l'antisémitisme tourne à la machine à communication pour le Rassemblement national. À force d'utiliser Jean-Marie Le Pen comme excuse, la France insoumise a réussi l'inverse, comme vous allez l'entendre dans cette compilation de Quotidien. Pour de nombreux analystes, cette marche restera comme un jour historique, mais un jour historique pour le RN. Je crois qu'il y a un avant et un après 12 novembre pour le Rassemblement national. Un avant et un après, c'est une marche de normalisation. C'est une journée pour Marine Le Pen qui restera absolument fondamentale. C'est indéniablement un succès politique pour Marine Le Pen, parce que malgré tout, elle a réussi à se rendre acceptable. Et vu d'Allemagne, on a bien noté toute la symbolique de la présence de Marine Le Pen, le jour où Marine Le Pen est devenue éligible pour les Juifs, titre l'hebdomadaire Der Spiegel. D'une formule lapidaire, Marine Le Pen a balayé toutes les critiques sur sa présence. Nous sommes exactement là où nous devons être. Hier soir, c'était les 2 premiers épisodes, Valérie, de Sambre qui relate le viol d'une 50aine de femmes entre 1988 et 2018. Oui, pendant 30 ans, il a violé. Et ces femmes n'ont pas été écoutées, comme l'a révélé hier dans cet avou Alice Géraud, qui a enquêté et qui a écrit un livre à ce sujet. C'est juste incroyable quand on l'entend. La première des clés, c'est quand même une parole qui n'est pas écoutée. En fait, on ne fait pas le lien parce qu'on n'écoute pas ce que disent ces femmes. On n'écoute pas qu'elles disent exactement la même chose. Oui. On n'écoute pas parce qu'on pense que c'est pas très grave, en fait. D'ailleurs, on leur dit, c'est ça, cette phrase, vous avez eu de la chance, c'est pas très grave, il n'y a pas mort d'homme. Et quand on n'est pas préoccupé, on n'enquête pas vraiment. Et de 88 à 96, par exemple, il y a pas d'enquête. L'enquête, elle vient, dans la fiction, on la met en scène dans l'épisode 2, mais c'est... Parce qu'on parle souvent beaucoup de la nécessité de la libération de la parole des femmes. Oui. Et là, en l'occurrence, elles ont parlé, simplement, on ne les a pas écoutées.
Et oui, et ça a bien marché. Hein, ça... Bon, évidemment, L'amour est dans le pré est arrivé en premier, mais ça a battu TF1 qui avait un téléfilm événement qui s'appelait Super Papa, qui n'a pas très bien marché. Tous les primes de TF1 ne fonctionnent pas en ce moment. Il y a un gros problème. Il faudrait un peu se réveiller. Mais en tout cas, ça a très bien fonctionné, Sambre sur France 2. Dites-moi, Jean-Baptiste Guégan, vous avez déjà été nominé au Energy Music Award ? Non, pour l'instant, non, jamais. Vous n'avez pas été nominé dans les victoires, les choses comme ça. Hein. Vous pensez que vous êtes boudé à cause de la similitude avec Johnny Hallyday ? Ouais, je pense que ça doit marcher. Oui, ça doit être ça, certainement, qui doit bloquer. Mais vous savez, c'est pas vraiment trop grave. Moi, je suis plutôt un homme de spectacle et de la scène, surtout. Ouais. Donc, je préfère donner du bonheur aux gens sur scène. Ça vous blesse un peu ou pas du tout ? Non, pas du tout, non. Eh ben, à vrai dire, j'attends pas du tout à ce qu'on m'appelle pour faire les Energy Music Awards. Mais si un jour ça se fait, pourquoi pas ? Je dirais pas non. Bon, on vous remettra le Sud Radio Award de notre côté. Revenons sur les Energy Music Awards qui, pour ces 25 ans, a mal vieilli, un naufrage à l'antenne et d'audience. Alors, ils avaient tellement peu de remettants qu'il y a eu plus de 8 catégories à qui on n'a pas pu remettre le prix. Vous savez ce qu'ils ont fait ? Ils l'ont mis au générique de fin. Ils ont mis les prix au générique de fin, dont le prix de la meilleure tournée à M. Pokora. Le chanteur n'a pas vraiment apprécié d'être entre le réalisateur, l'ingénieur du son, et puis d'un seul coup, les prix qui étaient au générique de fin. Ah oui, écoutez. C'est comme une catégorie très importante. Quand on voit les nommés qu'il y avait dans cette catégorie, sans prétention aucune, je pense que c'était la catégorie avec les plus gros bonnets dedans. Et pour moi, c'était très frustrant de me dire qu'il n'y ait même pas une annonce oralement qui a été faite en disant voilà, les artistes ne sont pas là, vous imaginez bien, ils sont en tournée, donc on va juste annoncer le gagnant. Oui, vous regrettez que ça n'ait pas eu le même traitement. Juste de mettre ça dans le générique, c'est comme si ça n'avait pas existé, en fait, la catégorie. Vous en pensez quoi, ça ? C'est méprisant quand même pour les artistes, une tournée, vous qui êtes en tournée, c'est tellement de gens et tellement de techniciens et d'équipes, quoi. Jean-Baptiste ? Oui. Nous, on se déplace, c'est vrai qu'on a quand même pas mal de camions qui font partie de la tournée, donc là, pas mal de techniciens aussi. Et on est quand même 9 sur scène, 9 musiciens. Ouais, donc c'est vrai que c'est une catégorie importante où il y a du monde, c'est un peu lamentable. Donc on continue avec... Vous vous rappelez des souliers verts ? Le soulier vert de... Non, vous vous souvenez pas de Liam et le soulier vert de Linda Lemay. Ah oui, bien sûr. Oui, dans ton soulier vert. Eh ben, elle revient en France avec un nouvel album. Elle nous a fait encore du Linda Lemay. Hein. Ne croyez pas qu'elle a changé. Là, avec son live, plus fort, c'est mon père. Comment t'as fait, maman, pour savoir que papa, beau temps et mauvais temps, il ne partirait pas? Est-ce que t'en étais sûr ou si tu savais pas? Est-ce que les déchirures, ça se prévoit? Oh, vous aimez ça? Moi j'aime bien Linda Lemay. On n'a vraiment pas les mêmes goûts. Absolument pas. C'est vieux, c'est... Voilà. Oui, mais c'est... Vous êtes connu au Québec, Jean-Baptiste? Oui. Vous y êtes déjà allé? Vous avez fait des concerts là-bas? Où ça? Au Québec? À Montréal? Québec, non. J'ai fait Saint-Pierre-et-Miquelon, mais je suis jamais allé au Québec encore. Ah, c'est pas le même temps. Non, c'est pas la même météo. Absolument. On se retrouve dans un instant avec vous, Jean-Baptiste Guégan, pour parler de cette soirée sur TMC. Jean-Baptiste Guégan, l'incroyable destin de l'homme à la voix de Johnny. Vous allez nous raconter un petit peu ce qui s'est passé dans votre vie depuis qu'on s'est vu, depuis qu'on s'est parlé il y a quelques temps. Et puis cette tournée partout en France, Johnny, vous et moi. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Jean-Baptiste Guégan. Jean-Baptiste Guégan, qu'on va retrouver samedi soir sur TMC avec un documentaire inédit, l'incroyable destin de l'homme à la voix de Johnny. On apprend beaucoup de choses sur vous dans ce documentaire et avec des similitudes avec la vie de Johnny Hallyday. Il y aura un concert également à 23h10, un concert inédit, absolument. Et puis, on pourra parler de votre nouvel album aussi, Toutes les larmes sèchent un jour. C'est une édition de Noël qui est sortie il y a quelques jours. La vie a changé depuis 5 ans, Jean-Baptiste Guégan. Oui, c'est sûr que ma vie, elle a basculé de tout au tout, là.
Mais ça a basculé dans le bon sens des choses. Ça aurait pu faire le sens inverse, parce que c'est vrai que j'ai commencé en chantant du Johnny Hallyday, et je continue d'ailleurs à le faire. Mais ça aurait pu faire Kitudo, basculer dans un sens un peu plus triste. Mais là, franchement, c'est tout le contraire de ce qui m'arrive. Je vis un rêve éveillé aujourd'hui. D'autant plus que voilà, moi je travaille en famille, donc tout se passe vraiment très très bien, et on est vraiment une bonne équipe, on est une famille. Quand vous dites en famille, c'est-à-dire que c'est vraiment vos très proches qui travaillent avec vous ? Oui, je travaille avec ma petite femme, très proche, on peut dire ça comme ça. Mais c'est vrai que le reportage, il va parler un petit peu de tout ça aussi, donc je pourrais pas tout dire. Parce que faut laisser les gens le découvrir, parce que effectivement c'est assez étonnant. Vous avez eu une enfance assez compliquée également, et on va pas trop le raconter parce qu'il faut vraiment découvrir votre personnage. Comment vous avez réagi quand on vous a proposé cela, de s'intéresser à votre vie, à votre parcours? Ben, c'est vrai que j'ai un petit peu hésité. C'est pas trop un exercice que j'excelle vraiment, de raconter un petit peu ma vie, quoi. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez, je dirais, personnel. Et pour moi, ça a été une façon, je dirais, comme une thérapie. Et voilà, donc ça m'a fait du bien sur le coup, mais c'est vrai qu'au début, j'ai un peu de mal à me mettre dans l'histoire. Quand vous voyez Incroyable Talent qui est diffusé ce soir, vous continuez à regarder ou pas du tout? Et est-ce que vous êtes encore en contact avec les membres du jury? Alors j'essaye de garder contact avec certains des membres du jury, puisque bon, ils habitent pas tous en France, hein, donc c'est un peu compliqué. Mais avec Éric Antoine, oui, bien sûr, on se voit régulièrement quand on fait des émissions de télé, quand il est présent, donc on arrive à se voir, et puis on discute ensemble. Sinon autrement, ouais, quand je peux rentrer à la maison, parce qu'avec la tournée, c'est pas facile, entre les hôtels et les trajets, mais quand je peux, ouais, je continue à regarder La France n'a pas de talent. Il y a un auditeur qui vous demande, Jean-Baptiste, c'est quoi la frontière entre votre talent et la caricature dans laquelle certains voudraient vous mettre, vous enfermer? C'est vrai qu'on a cette liste, enfin vous en êtes conscient, hein, vous avez la voix de Johnny, vous chantez vraiment comme lui, et en même temps vous êtes un artiste à part entière. Oui, c'est la grosse différence qui fait qu'aujourd'hui j'ai réussi à trouver ma place déjà en tant qu'interprète, je dirais. Ouais. Et donc je continue à chanter du Johnny Hallyday dans mes spectacles. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé mon spectacle Johnny, vous et moi. C'est parce que je me suis fait connaître en chantant du Johnny Hallyday, et puis je continue à chanter du Johnny Hallyday. Et je le revendique, oui, c'est vrai, j'ai du moins pas la même voix, parce que c'est pas la même voix, mais c'est la même tessiture vocale. Et voilà, donc je continue avec ça. Bon, quand on vous entend, Jean-Baptiste Guégan, on a vraiment l'impression d'entendre Johnny Hallyday. Là, vous avez la même voix que lui. Alors oui, bon, bah, peut-être si on le dit. Mais, et comment vous réagissez à la caricature? Justement, il y a Laurent Gérard qui vous imite régulièrement. Ça vous fait rire? Ça vous blesse? Comment vous la prenez, la caricature? Moi, je trouve ça plutôt flatteur. Ouais. Quand on commence à parler de vous, c'est qu'on vous adore. Ouais. Moi, j'aime bien. Il faisait comme avec Johnny Hallyday. Ouais. J'aime bien quand il se fout un peu de moi, c'est marrant, je trouve. Bon, bah, on lui fera passer le message, Gilles. Alors samedi soir. Je le connais bien, je vais le voir bientôt. Vous allez le voir bientôt? Ah bah très bien. Samedi soir, vous êtes en face de la Starac. Vous allez faire la Starac. Vous en pensez quoi de ce genre d'émission? Voilà, la Star Academy, c'est un tremplin, c'est bien pour les jeunes, moi je trouve. C'est une émission qui reprend aujourd'hui. Je pense que ça devrait bien fonctionner quand même. Vous allez la faire ou pas? Je regardais déjà à l'époque la Star Academy. Alors j'ai fait une petite erreur, exceptionnellement, c'est vendredi, samedi, il y a du football, il y a la France. Eh bien, écoutez, donc il y a votre nouvel album qui s'appelle Toutes les larmes sèchent un jour. C'est une édition de Noël. Vous voulez écouter Vive le vent par Jean-Baptiste Guégan? Allez, ça y est, c'est Noël. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Boule de neige et jour de l'an, et bonne année grand-mère. C'est génial. Sur le long chemin, tout blanc de neige blanche,
Ça a marché, ça. C'est drôle, Alors, vous avez une édition spéciale, je vous l'offrirai, Valérie, où vous avez 4 titres inédits, dont Noël à l'infini, et même des cartes de vœux de Noël, hein, Jean-Baptiste. Oui, j'ai essayé de faire une petite compile assez sympa pour Noël. Mon album, plus 4 chansons inédites de Noël, que j'avais demandé à monsieur Michel Mallory, qui est mon parolier aujourd'hui, s'il pouvait m'écrire une chanson de Noël, comme il avait fait pour Johnny Hallyday d'ailleurs, Noël interdit, qu'il avait écrit pour Johnny à l'époque. Et Johnny, il n'en avait fait qu'une. Moi, je me suis dit, je vais peut-être faire une petite reprise de 3 ou 4 chansons histoire de se marier. Ouais. Puis ça a été aussi pour moi quelque chose d'assez différent, de pouvoir placer ma voix sur des chansons qui sont complètement différentes de ce que je fais. Oui, de votre répertoire habituel, c'est oui, étonnant. Puis c'est très américain, hein, les Anglais et les Américains, ils adorent. Toutes les stars de la chanson ont fait des albums de Noël. Je vous en... Allez, une autre. Toutes les larmes sèchent un jour. Toutes les larmes sèchent un jour. On peut hurler avec les loups. J'ai prié tomber à genoux. Prier ou même crier au secours. Mais toutes les larmes sèchent un jour. Très beau. Votre voix, elle a évolué, elle a changé. Comment vous analysez cette évolution? Vous ressentez, vous, un changement dans votre voix depuis vos débuts? Oui, ça a changé parce que depuis que je suis devenu interprète, j'interprète mes propres chansons. Et c'est vrai que vocalement, je pense que ça a évolué. Dans le bon sens, bien sûr. Et ça m'a, je dirais, appris à chanter avec une façon différente. Ouais. Alors, est-ce qu'avec l'intelligence artificielle, vous n'allez pas vous retrouver au chômage parce qu'il y a de plus en plus chansons faites avec la voix de Johnny, de l'intelligence artificielle. On en a écouté avec le réalisateur John, qui était assez troublant. Est-ce que vous vous êtes dit ah bah merde, j'ai de la concurrence? Alors moi, je suis pas pour ce genre de choses. On remplacera jamais un artiste avec un ordinateur, je pense. Maintenant, oui, ça peut être bien l'intelligence artificielle, ça peut être bien dans certains cas. Mais vous avez entendu des extraits Vous avez entendu des extraits où ils font chanter Johnny, Pokémon ou d'autres chansons. Vous avez déjà entendu l'intelligence artificielle qui font chanter Johnny? Ouais, j'ai déjà entendu ça. Mais enfin, pour moi, de ma part, je trouve ça un peu ridicule. Ouais. Stéphane, qui est un peu notre monsieur maître Capello, nous dit que Johnny avait fait un album de Noël lui aussi. Ah, ça, je peux pas vous dire. Hein. Si, il a l'air de savoir. Toujours pas de nouvelles de la famille Hallyday pour vous, Jean-Baptiste Guégan? Toujours pas. Moi, je les connais pas. Hein. Moi, La seule personne que je connais, c'est Sylvie Vartan et ses enfants, bien sûr. Ouais. Mais si vous voulez parler de Laetitia, non, je ne connais pas Laetitia. Ouais. Mais il n'y a pas eu de... Parce qu'à un moment, c'était un peu tendu entre vous, ça s'est calmé? Ça n'a jamais été tendu entre nous. Hein. Ah bon, je pensais qu'il y a un moment où... Je ne sais pas qui a inventé ça, mais c'est monté de toutes pièces. Non, il ne s'est absolument jamais rien passé entre moi et Laetitia Hallyday. D'accord. Ça a toujours été bienveillant envers la famille. Moi, quand je chante Johnny Hallyday, j'essaye de le faire avec amour et respect, surtout. Et est-ce que, comme Johnny, vous avez beaucoup de dettes? Non, j'en ai pas du tout. Plutôt très, très attention à ce que je fais. Pas de dettes, rien du tout. Vous n'êtes pas vraiment Johnny. Hein. Je reprécise que ça passe samedi soir sur TMC, parce qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui disent « J'adore Jean-Baptiste Guégan ». Michael me dit « Mais je le trouve pas sur mon programme ». Donc, ce documentaire samedi soir sur TMC, suivi à 23h10 du concert. Il y a votre album également dans les bacs. Et puis, la tournée, vous êtes sur la route depuis début septembre, depuis cette rentrée. Et ça va jusqu'au mois de mai. Donc vous allez passer par Toulouse. Hein, Toulouse, non, c'est après-demain, c'est le 16. Toulouse, c'est le 16, oui, après-demain. Ouais. Bordeaux, c'est demain. Pour nos auditeurs, il y a Biarritz le 17. Donc ça, c'est pour tous nos auditeurs du Sud-Ouest. Après, vous partez à Nantes, Annecy, puis vous serez un petit peu partout en France. La scène, c'est votre truc. Hein, c'est ce que vous dites. C'est vraiment ce qui vous fait vibrer aujourd'hui.
Oui, bien sûr. La scène, c'est ce qui permet de vivre aussi, et puis d'être au contact avec les gens. Moi, j'ai toujours aimé ça. Ça fait plus de 17 ans maintenant que j'ai fait beaucoup de choses en Bretagne et tout ça. Donc la scène, ça a toujours été mon dada. Et de remettre les pieds sur les planches, voilà. Donc je m'arrêterai pas jusqu'en fin 2024. Voilà. Quel a été le déclencheur, demande Stéphane. C'est vrai qu'on peut resituer un petit peu le début de votre carrière, ou en tout cas de ce don, de ce talent, c'est une passion pour Johnny. Après, on peut avoir la passion, mais pas forcément la voix pour le faire. Ça a été quoi le déclic pour vous? J'ai eu la chance d'avoir le déclic. Moi, vous savez, j'ai commencé dans les karaokés, donc je me prenais pas au sérieux du tout. Hein, c'était vraiment comme ça pour s'amuser. Et quand je me suis mis à chanter une chanson de Johnny, je la croise tous les matins. Ouais. Et c'est moi, j'avais pas remarqué que j'avais la même intonation, la même voix. Et c'est mon entourage qui m'a dit, tu te rends compte, c'est dingue, t'as la même tonalité, la même tessiture vocale que Johnny. Et puis après, de fil en aiguille, voilà, j'ai commencé à me prendre un peu plus au sérieux, et j'ai fait des soirées. Et ça donne quoi? Ça donne quoi, cette chanson? Vous pouvez nous la faire a cappella ce matin? Oui, je vais essayer, ouais. Si on entend bien. Allez-y, on vous entend très bien. La croise tous les matins, 5h40. Elle va prendre son train et moi je rentre. Elle commence sa journée, toujours à l'heure. Et moi la lumière me fait peur. Voilà, enfin, bravo, incroyable le matin à 10h comme ça, bravo, merci pour votre fidélité, Jean-Baptiste Guégan, parce que je sais qu'il n'a pas donné beaucoup d'interviews. Je remercie la maison de disques au passage, et vraiment merci de votre fidélité. On vous suit depuis le début, depuis Incroyable Talent. Et on vous aime vraiment parce que vous avez un talent incroyable, et ce document qui en dit plus sur vous, justement, pour nos auditeurs qui se posent des questions sur votre vie, pourquoi, le comment. Ce sera samedi sur TMC à 21h10. Jean-Baptiste Guégan, l'incroyable destin de l'homme à la voix de Johnny. Et c'est vrai que c'est un incroyable destin que vous avez là, Jean-Baptiste Guégan. Concert inédit 23h10, et puis le nouvel album. Allez-y pour Noël, vive le vent. On est dans l'ambiance. Voilà. Merci beaucoup, merci à vous et bonne journée. Merci à vous, bonne journée à vous. Bonne journée. Merci. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Ça s'est passé sur Sud Radio. Pierre Botton, vous avez écrit « Ce qui se passe en prison est pire que ce que vous pensez ». À la fenêtre, vous avez des gens qui diffusent avec des baffles énormes des appels à la prière à 5h, à midi et le soir. Et si jamais vous les contestez, vous avez vraiment des vrais risques. Pour la première fois, j'ai eu peur pour ma vie. Sud Radio. Le supplément média. Le supplément média aujourd'hui avec vous, Bertrand Dicker. Merci d'être avec nous ce matin pour ce dictionnaire. Bertrand Deckers, j'ai dit Dicker, c'est Deckers. Attention, tout le monde. Pas le même écrivain. C'est pas le même écrivain, mais je préfère celui-là pour tout vous dire. Bonjour Valérie. Bonjour. Mon petit dictionnaire de la royauté, ça paraît chez Robert Laffont. C'est une bulle de champagne. C'est un petit moment, un grand moment de bonheur. C'est glamour, c'est drôle, c'est à hurler de rire par moments. C'est léger, c'est passionnant, c'est parfois cruel. Ça se lit comme un dictionnaire, c'est-à-dire qu'on pioche dedans, on picore. Puis on vous invite aujourd'hui parce que Happy Birthday, Your Majesty. Your Majesty. Vous l'aimez pas trop, Charles? 75 ans pour Charles III aujourd'hui. C'est pas que je l'aime pas trop, Charles. Je dis qu'il est très difficile de succéder à une légende, à une icône qui a été Elisabeth II. Et il est vrai que dans mon petit dictionnaire, je lui ai écrit une lettre pour lequel c'est vrai que je suis parfois un peu corrosif envers Charles. Et je dis dans le fond que si on analyse, il aura été ce pauvre Charles écrasé entre deux femmes, entre sa mère qui est légendaire, qui est iconique, et entre son épouse Diana. Et alors il a énormément d'ego, Charles. Vous savez, il a très mal vécu le fait qu'on est en Australie, j'ai à peine d'être marié, il y a un bain de foule, et les gens, ils crient de désespoir parce qu'ils sont du mauvais côté de la barrière, ils sont du côté de Charles et pas du côté de Diana. Et depuis, c'est vrai, par rapport à Diana, il va y avoir une rancœur parce qu'il est scorpion, on le rappelle quand même, il a beaucoup d'ego, Charles III. Oui, alors permettez-moi d'être vrai, Charles. Vous écrire me pousse à la plus totale sincérité. Vous ne m'avez jamais fasciné, never, never, parce que vous arrivez trop tard. Diana fut géniale, le casting de votre saga qui fascine des millions de sujets à travers le monde est parfait, mais à vous, quelle place restait-il au générique? Celui de l'homme qui attend, de l'éternel héritier.
Il a attendu 74 ans, enfin 70 plus exactement, il avait 4 ans lorsque Elisabeth II est couronnée. C'est absolument pas de sa faute, non, mais je dis juste qu'il ne va il va pas dans le tableau. Il ne va pas marquer l'histoire avec un grand H, le prochain que l'on attend, oui, mais je pense. Diana, c'était une intrigante, c'était une méchante. Et je ne suis pas non plus tout à fait tendre avec Diana non plus en permanence dans le livre. C'était une méchante, Diana. C'était une intrigante, plus une intrigante qu'une méchante, à mon avis. C'est une femme blessée, Diana, et alors elle va tout faire pour lui faire payer, en effet. Mais alors, du côté de Diana, il y a des choses, elle est loin d'être une oie blanche. Oui, voilà, elle est manipulatrice. Alors, il va se passer quoi ce soir pour être dans l'actualité des têtes couronnées, de ce qui va se passer? Il risque de vous décevoir ce soir, pas grand-chose. Ah bon. C'est hier qu'il y a eu de grandes manifestations. Il était à Highgrove, en Écosse. Il a reçu toute une série de personnes qui fêtaient aussi leurs 75 ans et d'associations également. Tout à l'heure, au Palais de Buckingham, il y a une grande manifestation. Il va recevoir 400 infirmières, puisque la sécurité sociale en Angleterre fête aussi ses 75 ans. Heureux hasard. Alors, s'il lui arrive un petit malaise, il aura, voilà, il n'y a pas de grande crainte. Et ce soir, en effet, dîner intime, dîner familial à Clarence House, qui est sa résidence privée, à quelques mètres seulement du Palais de Buckingham. Il y aura 30 convives. Pourquoi alors 30? Parce que la salle à manger, qui est de couleur or, ne peut asseoir que 30 personnes. Mais est-ce qu'il dira, c'est pas comme Versailles, hein. Non, c'est pas Versailles. Il est plus modeste que alors, il y a énormément. Juste pour finir, est-ce que les deux fils seront là? Alors, William et Kate, évidemment, avec les 3 petits-enfants, mais pas Harry et Meghan, qui d'ailleurs ont fait savoir via un porte-parole qu'ils n'avaient pas été invités, qu'ils n'avaient pas reçu de carton. La guerre continue, on a encore des pages people à écrire dans cette saga Windsor. Il n'y a pas que la cour d'Angleterre, il y a beaucoup d'autres choses. Vous intéressez à un certain nombre, à toutes les cours. Et puis, il y a des petites entrées, comme on dit dans un dictionnaire, after eight. Alors, on fait passer un message. Vous l'aurez compris, ce délicieux carré de chocolat fourré à la menthe so british ne doit se déguster qu'après 20h. J'en reçois beaucoup en cadeau de mes lecteurs, de vous à moi. Je déteste ça. Donc, on fait passer le message. Mais il y a des entrées comme baise-main, parce qu'il y a des choses très, très concrètes où on apprend. C'est pas que de la gaudriole. C'est aussi un guide. C'est aussi un guide. Les armoiries, vous parlez des Maharajas. Il y a beaucoup de choses. On parlait du Taj Mahal avant qu'on ne commence, où vous avez découvert d'ailleurs à l'occasion de ce livre. Oui, j'ai fait beaucoup de recherches. Il y a aussi beaucoup de. Enfin, c'est anecdotique certes, mais c'est informatif aussi. Et par rapport au Taj Mahal, j'ai découvert que l'empereur inconsolable qui fait le Taj Mahal est un tombeau. En réalité, c'est parce que l'impératrice vient de mourir. Il veut le plus beau tombeau du monde. Eh bien, le chantier s'éternise durant 30 ans et à la fin, il ordonne que les meilleurs ouvriers aient le pouce coupé de façon à ce qu'ils ne puissent pas reproduire nulle part d'autre dans le monde la splendeur qu'il vient de créer. Ouais, c'est fascinant. C'est parce qu'il faut faire des choix quand on fait un dictionnaire. Il faut faire des choix et choisir, c'est renoncer, c'est très difficile. Mais je pense que le petit plus de ce dictionnaire, c'est entrer dans la danse par où bon vous semble. On ne lit pas un dictionnaire de A à Z. Commencez par les entrées qui vous amusent le plus, qui vous intriguent le plus. A, il y a accident. V, il y a voiture. Et je suis certain que c'est vers ces entrées-là que les gens vont aller. V comme voiture. Pourquoi? Parce que forcément Diana, parce que forcément Grace Kelly et Astrid en Belgique, la reine Astrid, morte aussi à bord d'une voiture. Je rappelle que toutes les 3 étaient princesses, toutes les 3 étaient blondes. L'histoire s'amuse. Il reste des princesses à épouser encore, si je veux. Pas mal. Qui a qui sur le marché? Absolument. Il y a une pluie de princesses qui arrive, puisque la nouvelle génération sera féminine, que ce soit en Belgique, une Elisabeth qui va devenir reine est une princesse à marier. En Suède, Estelle est une princesse à marier. Il y en a également en Espagne. Léonore également est une princesse à marier. On va vers des funérailles, certes, parce qu'il y a beaucoup de rois aussi qui vieillissent, mais on va aussi vers de très beaux mariages. La monarchie a encore de beaux jours devant elle. Alors, c'est des mariages arrangés ou on n'est plus dans le mariage arrangé. Ils arrivent à rencontrer des gens du peuple. On peut à la fois maintenant concilier vraiment amour et monarchie. Et je le montre dans le petit dictionnaire. On a des cas, par exemple, en Espagne. Une Laetitia d'Espagne a dû militer, Felipe aussi, pour pouvoir se marier. Elle était présentatrice. Elle était présentatrice de la TVE et jamais auparavant, à la cour très catholique, les souverains très catholiques, il n'y avait eu, en effet, une femme roturière et divorcée, Laetitia d'Espagne, qui était agnostique en plus et qui disait « je ne crois en rien qu'en moi-même ». Ouais, on est fasciné par... Vous l'avez été depuis tout petit. Je suis tombé dans la marmite très Vous êtes tombé, vous le racontez dans la préface. Mais cette fascination qu'on a pour la royauté, pour ses cours,
parcours? Comment, là, puisqu'on est dans une émission média, c'est vrai que quand on voit Paris Match, quand on voit Point de Vue, quand on voit l'intérêt qu'on a, comment vous l'expliquez? Alors, moi, je pense qu'il y a une analyse aussi de se dire que ce sont un people, il arrive dans un moment précis dans votre vie, parce qu'il sort un album, parce qu'il sort un livre, parce qu'il sort un film, pas un royal. Un royal, vous suivez sa vie vraiment du berceau au tombeau. Et à mon avis, il y a une identification plus forte qui peut être faite. Alors évidemment, la cour d'Angleterre, on en parle beaucoup parce qu'il y a ce côté international, parce que les chevaux sont blancs, parce que les carrosses sont couleur or, et parce qu'ils fascinent bien plus que d'autres. Et je voudrais également peut-être dire qu'on a eu de bons journalistes aussi qui ont permis de vulgariser cela. Je marche en quelque sorte un tout petit peu à mon tout petit niveau sur les traces d'un Stéphane Bern, et je le salue puisque aujourd'hui Stéphane, eh bien, il fête lui ses 60 ans. Il est du 14 novembre, tout comme Charles III. Voilà. Vous avez des bonnes relations avec Stéphane Bern? J'ai des relations, disons. C'est un milieu qui est très petit, qui est très particulier. En tout cas, je salue en permanence son travail. Il faut reconnaître que Stéphane est un grand professionnel. Voilà. Ça arrivera peut-être, vous savez, ça arrivera peut-être. Et puis alors, l'autre événement, c'est jeudi, puisqu'on continue l'émission média, c'est The Crown dès 9h du matin pour ceux qui sont abonnés à Netflix. Alors, The Crown, vérité ou c'est romancé? Alors, c'est légèrement romancé, mais on le romance tout, même dans le cadre d'un livre. Vous savez, le choix que vous devez faire est déjà une partie de romance, en tout cas. En tout cas, il faut reconnaître que les équipes sont absolument géniales. Peter Morgan travaille avec les meilleurs réalisateurs, les meilleurs assistants. Et alors, petite anecdote, ce sont les 4 premiers épisodes qui sont dévoilés à partir de jeudi. Les 6 prochains seront dévoilés le 14 décembre. Dans le 4e épisode, c'est l'épisode du pont de l'Alma. Qui s'appelle d'ailleurs Alma, c'est l'accident de Diana. Et alors, ils ont privatisé le pont d'Alma. Ils sont vraiment venus tourner ici, à Paris. C'est historique, c'est la première fois. Il y a des décrets vraiment ministériels qui ont dû être permis pour tourner. Voilà, donc c'est plus vrai que vrai. On est vraiment sur les lieux, vraiment. Il y a plein de petites anecdotes concernant ce tournage. Je vous assure que cette 6e saison, qui est la dernière, va galvaniser les foules. J'en suis persuadé. On parle d'un budget de 300 millions de livres sterling. Vous les avez vus, ces épisodes? Pas encore? Même la presse n'y a pas accès, personne n'y a accès. Magie d'une série qui fascine. Jeudi à 9h, vous allez regarder. On ne fait que ça, on passe sa journée devant la télévision. Il y a, ça m'a fait rire, l'entrée Laurier. Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés. Vous connaissez cette chanson, La belle que voilà ira les ramasser. C'est une chanson d'enfant, comptine, mais en fait derrière... Absolument, c'est Madame de Pompadour qui habite l'hôtel d'Évreux à l'époque, qui est devenu le palais de l'Élysée actuellement. Et alors c'est très grivois en somme cette chanson, puisque nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés, la belle que voilà ira les ramasser. Ça évoque tout simplement une loi qui vient de paraître, et que la prostitution n'est plus, les maisons closes en tout cas sont interdites sous Louis XV, et elle prend position, Madame de Pompadour, pour venir défendre un peu ces dames de petite vertu. Et alors je peux lire la conclusion de ce petit article. Je vous en prie. Devant ces grivoiseries du XVIIIe siècle qui feront sauter tous les verrous jusqu'à la royauté, je propose à Mylène Farmer d'enregistrer ce titre avec moi. Il y a prescription sur les droits d'auteur. Les héritiers de la marquise de l'Élysée ne nous réclameront pas même un louis d'or. C'est très drôle, il y a beaucoup d'humour dans ce livre. Absolument, on attend que Mylène Farmer chante, très bien, chante cette chanson. Quel est celui qui vous fascine le plus? Qui est votre qui a-t-il dans votre top 3? Honnêtement, choisir c'est renoncer. Vraiment, historiquement, j'ai une très grande affection pour l'Aiglon, seul fils de Napoléon. J'ai une très grande affection pour Axel de Fersen. Vous savez, cet amour de Marie-Antoinette. Je m'étonne que Netflix ne se soit pas encore penché sur le destin d'un Axel de Fersen. Et alors, si vraiment je devais choisir, évidemment, je pense que l'entrée la plus surprenante peut-être, c'est Diana, parce que je me souviens très bien que j'étais seule devant mon ordinateur. Je me suis dit, mais comment vais-je encore pouvoir surprendre en écrivant quelque chose sur Diana? Eh bien, je fais ce parti pris de me dire qu'on est le 31 août 97, la Mercedes pénètre sous le tunnel de l'Alma. Eh bien, je décide, moi, que la Mercedes sort du tunnel de l'Alma. Et j'imagine ce que Diana serait devenue si elle avait survécu. J'ai un psychologue qui a lu ce livre et qui me dit, je pense que vous êtes très proche de ce qu'aurait été la vérité. Elle aurait été dans une rivalité permanente avec Charles et surtout envers Camilla. Je pense qu'elle se serait peut-être installée, c'est leur projet d'ailleurs, avec Dodi à la Villa Windsor. Et Dodi en aurait fait parce qu'elle aurait voulu aussi devenir la reine de Paris, en quelque sorte. Les réceptions auraient été somptueuses. Elle serait devenue, selon moi, l'héritière
d'une duchesse de Windsor, Wallis. Et tout aurait été fait, elle aurait été la reine de l'image et elle aurait été une reine sublime. Ça aurait été une illusion, mais je vous assure que cette illusion-là, selon moi, aurait été parfaite. Oui, c'est tout à fait possible. C'est en tout cas ce qui était apparemment. En fait, Camilla et Charles III, c'est les deux vilains petits canards de la royauté anglaise. Ils n'ont pas eu de chance. Ils n'ont pas eu de chance et pourtant l'histoire est très belle. C'est peut-être l'une des plus belles histoires d'amour de l'Angleterre. Et pour cela, eh bien, c'est peut-être l'une des seules fautes qu'on pourrait reprocher à Lilibet, à Élisabeth II, puisque Charles, on le sait très bien, demande pour épouser Camilla. Et c'est elle qui refuse, puisque Camilla n'est pas suffisamment prestigieuse. Il fallait une fille descendue tout droit d'un nuage pour épouser le futur roi d'Angleterre. On va choisir Diana. Pourquoi choisissons Diana? Elle est très jeune à l'époque, elle a 16 ans, mais surtout, elle est issue des Spencer. Et les Spencer, l'arbre généalogique est aussi long que le bras, plus prestigieux que les Windsor. Alors c'est aussi l'anniversaire de notre auditeur Stéphane, donc on lui souhaite un bon anniversaire, évidemment, et lui demande... S'il nous laisse son adresse, on lui envoie le livre. Oui, on va lui envoyer le livre avec plaisir. Très volontiers. Et il dit que vous avez beaucoup de talent et qu'il y a beaucoup de poésie, c'est vrai, dans ce que vous écrivez, et il pose une question intéressante. Si Charles meurt, que se passe-t-il? Est-ce que c'est Camilla qui devient reine? Absolument pas, c'est William. La couronne passe à William, qui sera le roi Guillaume, pour le coup, le roi Guillaume IV, le prochain grand roi. Et surtout, avant de couronner William, on renoue avec cette pompe incroyable des funérailles, avec un nouveau nom de code qui sera donné, et à nouveau, parce que le protocole est le protocole, et c'est ainsi depuis la nuit des temps, 10 jours à nouveau de deuil planétaire avant de passer au règne d'après. Bon, vous aurez bien gardé encore plus longtemps, mais on va aussi laisser nos auditeurs découvrir ce petit dictionnaire de la royauté. Ça s'appelle Mon petit dictionnaire de la royauté, parce que c'est votre choix, ce sont mes choix. C'est très subjectif, c'est très, vraiment, c'est le, enfin, je le dis pas souvent, je le dis un petit peu, mais là, c'est vraiment le cadeau de Noël idéal, qui plaira à tout le monde, parce qu'on apprend des choses, on se divertit, et c'est drôle. Bertrand Deckers, ça paraît chez Robert Laffont, Mon petit dictionnaire de la royauté. On s'est régalé à le lire. Merci d'avoir été avec nous, Bertrand Deckers, et on se retrouve dans un instant pour les débats. À tout de suite. À suivre sur Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.